le centre essentiel où toutes les fréquences convergent est la glande pinéale. Elle agit comme le régulateur principal de la fréquence vibratoire de notre corps. Par conséquent, lorsque vous parvenez à vous aligner sur la fréquence du divin, c'est l'intégralité de votre existence qui se synchronise avec cette vibration. Grâce aux nombreuses investigations scientifiques, notamment celle du Dr Joe Dispenza, un éminent neuroscientifique, nous comprenons désormais la nature fondamentale de la matière. Essentiellement, la matière représente la manifestation la plus dense de la fréquence, étant la forme la plus lente et la plus concentrée de lumière et d'information. Bien que cela puisse sembler déroutant pour le moment, tout s'éclaircira au fur et à mesure de cette exploration. Pour débuter, revenons à l'origine, à l'échelle infinitésimale, au-delà des notions de matière, molécules et atomes, là où la matière prend naissance. Tout commence au niveau subatomique, dans le domaine quantique. Les physiciens ont découvert l'univers quantique au cours de leurs recherches dans ce monde microscopique. Les atomes, constituants fondamentaux de tout ce qui existe dans notre réalité physique, comme notre corps, l'eau, l'air ou même les aliments, sont composés d'un noyau entouré d'un vaste champ contenant un ou plusieurs électrons. Ce champ est si immense par rapport aux électrons minuscules qu'il semble constitué à 99,9% de vide. Cependant, en réalité, cet espace n'est pas inoccupé. Il est rempli d'un vaste ensemble de fréquences énergétiques qui forment un champ d'information invisible et interconnecté. Pour vous donner une image mentale claire, imaginez que chaque atome, et donc chaque composant de la matière, est relié et traversé par un vaste réseau de fréquences énergétiques qui constitue un champ d'information impalpable. Ainsi, tout ce qui compose notre univers connu, malgré l'apparente solidité de la matière à l'échelle humaine, est en fait composé à 99,9% d'énergie et d'information. Mais pourquoi les chercheurs décrivent-ils les fréquences comme un vaste réseau d'informations? Simplement parce que toutes les fréquences sont porteuses d'informations. Prenons l'exemple des ondes radio. À l'instant même, dans la pièce où vous vous trouvez, elles sont en mouvement. Si vous allumez un poste de radio, vous pouvez vous syntoniser sur une longueur d'onde ou un signal spécifique. Un petit transducteur à l'intérieur de la radio captera ce signal et le convertira en sons audibles et intelligibles, vous permettant d'écouter votre chanson préférée, des informations ou une publicité. De la même manière, lorsque vous prenez votre téléphone pour appeler un ami, le son de votre voix est transmis par des fréquences. Les fréquences elles-mêmes acheminent des informations, et les récepteurs, tels que la radio ou le téléphone, les captent et les décryptent, les rendant compréhensibles. Ce n'est donc pas parce que vous ne percevez pas les ondes radio dans l'air ou celles de votre téléphone qu'elles n'existent pas ou ne transportent pas d'informations distinctes sur une fréquence donnée. De même, si vous décidez de modifier légèrement la fréquence et de vous syntoniser sur une autre station, un autre message sera diffusé sur cette longueur d'onde. Gardez bien ce principe à l'esprit, car vous allez comprendre que le corps humain fonctionne de manière similaire. Pour saisir cela, replongeons au niveau subatomique et examinons son fonctionnement. Observez attentivement l'illustration à l'écran. Si vous combinez deux atomes, chacun doté de son propre noyau, pour former une molécule, la zone de chevauchement entre les deux cercles représente la lumière et les informations qu'ils échangent. Par conséquent, ils partagent une énergie similaire possédant une fréquence particulière, et c'est un champ d'énergie invisible qui assure la cohésion des atomes et l'intégrité de la molécule. Dès que la molécule est formée et que les informations sont échangées, les atomes modifient leurs propriétés et caractéristiques physiques. Par exemple, ils peuvent présenter une densité, un point d'ébullition ou un poids atomique différent de ceux qu'ils avaient lorsqu'ils étaient séparés. Il est crucial de noter qu'ici encore, c'est le champ invisible d'énergie qui entoure la matière qui détermine les propriétés spécifiques de la molécule et qui préserve sa forme et sa structure matérielle. Les molécules ne pourraient pas se former sans cet échange d'informations et d'énergie. Maintenant, comprenons le processus complet de la création de notre corps, du niveau subatomique à l'échelle humaine, c'est-à-dire de l'énergie à la matière. Lorsque des atomes s'unissent et échangent de l'énergie et des informations, ils forment une molécule. Cette dernière est enveloppée d'un champ de lumière invisible, composé d'énergie et d'informations, qui lui confère les propriétés physiques nécessaires à sa cohésion. Lorsque d'autres atomes rejoignent cette molécule, elle gagne en complexité et forme une substance chimique,
également entouré d'un champ de lumière invisible qui lui confère les propriétés physiques nécessaires à la préservation de son intégrité. Lorsque de nouveaux atomes s'associent à la substance chimique, elle devient plus complexe et peut former une cellule. Celle-ci est entourée d'un champ énergétique et informationnel invisible qui lui fournit les instructions nécessaires à son fonctionnement. Par la suite, lorsque plusieurs cellules se regroupent, elles forment un tissu, lui aussi entouré d'un champ énergétique et informationnel propice au fonctionnement harmonieux des cellules. Ensuite, ce sont les tissus qui s'assemblent pour former un organe, également entouré d'un champ énergétique et informationnel assurant son fonctionnement sain. Dans la continuité de cela, les organes se regroupent pour former un système, toujours entouré d'un champ lumineux invisible lui conférant des propriétés physiques favorisant l'intégrité de son fonctionnement. Enfin, les systèmes s'unissent pour former un corps, entouré d'un champ lumineux qui le gère. On comprend donc que le corps humain est en réalité constitué à 99,9% de fréquences et d'informations. Désormais, l'origine de nombreuses citations devient plus claire, qu'elles proviennent de philosophes grecs, d'Égyptiens, de nombreux physiciens ou d'autres penseurs contemporains. Nikola Tesla déclarait « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Albert Einstein affirmait également que tout est énergie, et c'est tout. Le docteur Joe Dispenza dit souvent que la fréquence de vos pensées émet une onde électromagnétique qui attire des événements de la même fréquence. De même, dans de nombreux écrits attribués à Hermès Trismégiste, on retrouve la citation suivante « Tout est énergie, et cette énergie est une fréquence ». Ou encore, Ralph Waldo Emerson affirme que ce que nous pensons, nous le devenons. Cette même idée se retrouve en Chine avec le philosophe Lao Tse qui disait « Regardez au-delà de vos sens, percevez l'invisible, écoutez l'inouï, touchez l'immuable. C'est là que se trouve la vérité. » On comprend donc qu'essayer de comprendre le monde uniquement avec nos yeux est insuffisant et qu'il faut utiliser son esprit et aller au-delà de nos sens. Observez l'image suivante, qui représente le spectre lumineux des fréquences électromagnétiques. Cette figure illustre l'ensemble du spectre des fréquences électromagnétiques depuis le champ du point zéro, dont la fréquence ralentit jusqu'à la matière. Lorsque l'énergie augmente ou que la fréquence s'accélère, les longueurs d'onde diminuent. Lorsque l'énergie diminue ou que la fréquence ralentit, les longueurs d'onde augmentent. Au centre, dans l'espace intitulé lumière visible, est représenté le seul spectre de réalité que nous percevons avec nos yeux. On comprend donc que nos yeux ne perçoivent qu'une infime fraction de la lumière visible, soit moins de 1% de toutes les fréquences lumineuses existantes, et donc une très faible part de la réalité. Cela signifie que la majorité des fréquences échappent à notre perception, et par conséquent, qu'une grande partie de la réalité ne peut être captée par nos sens. Par exemple, bien que nous ne voyions pas les rayons X, ils existent bel et bien. Nous le savons car nous pouvons les créer et les mesurer. En fait, il existe un nombre infini de fréquences dans le spectre lumineux des rayons X. Ces derniers constituent une fréquence plus rapide que la lumière visible et ont par conséquent davantage d'énergie, car encore une fois, plus une fréquence est rapide, plus son énergie est élevée. En somme, la matière est donc la fréquence la plus dense, car elle est la forme la plus lente et la plus condensée de lumière et d'information. Maintenant, revenons à l'échelle humaine et voyons comment, grâce à notre conscience, nous pouvons accroître notre fréquence vibratoire. Tout d'abord, retenons bien ce concept clé, l'énergie suit votre attention. Là où se porte votre attention, votre énergie se dirige, et cette énergie est porteuse d'informations. Ainsi, lorsque vous focalisez votre attention sur quelque chose, vous y envoyez votre énergie, et par conséquent, vous y véhiculez des informations. Ces informations dépendent de votre attention et de votre intention. Par exemple, lorsque nous anticipons un événement futur stressant, nous nous l'imaginons et dirigeons notre énergie mentale vers lui, avec notre intention, qui dans ce cas, est notre stress, une fréquence basse. Nous transmettons donc des informations négatives vers cet événement futur. À l'inverse, lorsque nous souhaitons manifester un futur désiré, il faut inverser le processus. Il faut alors s'imaginer en pleine conscience ce futur désiré, en ressentant les émotions supérieures qui y sont associées, telles que l'amour, la joie ou la gratitude. Cela permet de véhiculer des informations de fréquence supérieure,
donnant l'intention et l'énergie nécessaires à cet événement pour se concrétiser dans votre futur. En fait, la combinaison nécessaire pour la manifestation est toujours la même, et le Dr Joe Dispenza l'explique par l'équation suivante: intention claire, émotion élevée et énergie nouvelle. Une intention claire signifie savoir précisément ce que vous désirez obtenir, avec le plus de détails possible. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer l'amour ou décrocher un nouvel emploi, votre intention doit être sans équivoque. Le doute n'est pas permis. Reprenons l'exemple de la manifestation d'un nouveau travail. Vous devez savoir exactement ce que vous souhaitez, comme gagner plus de 3000 € par mois, être votre propre patron, aimer ce que vous faites et être libre. Une fois que votre intention est claire, que vous êtes capable de l'imaginer et de la ressentir, il faut y associer une émotion supérieure, l'amour, la joie ou la gratitude. L'émotion supérieure est le moteur, l'énergie qui portera votre intention. La gratitude, par exemple, est une émotion puissante, car elle est généralement ressentie après avoir obtenu quelque chose. C'est donc l'état émotionnel le plus propice à la réception. Ainsi, en associant une intention claire à une émotion supérieure, nous parvenons à envoyer un signal énergétique qui manifeste notre attention et notre intention d'obtenir cette chose. Et l'une des règles de la manifestation, contrairement à ce que l'on pourrait penser intuitivement, est qu'il faut incarner dans le présent le changement que l'on désire voir se produire dans le futur. Il faut en fait faire l'inverse de ce que l'on fait habituellement dans la vie. Il faut obtenir quelque chose intérieurement pour le manifester extérieurement. Ainsi, on devient un récepteur. On s'aligne sur la même fréquence que l'événement souhaité, ce qui l'attire à nous. Cela fonctionne de la même manière pour créer des liens amoureux, amicaux ou fraternels. À la manière de deux atomes qui s'associent pour former une molécule et partagent de l'énergie et des informations, lorsque deux personnes ressentent les mêmes émotions et la même énergie, et expriment les mêmes pensées et informations, elles tissent des liens. Dans les deux cas, le lien est maintenu par un champ d'énergie invisible, et de même qu'il faut de l'énergie pour séparer deux atomes, il nous faut également mobiliser notre énergie et notre conscience pour détourner notre attention des personnes et des situations de notre vie auxquelles nous avons donné trop d'énergie créatrice. De même que deux atomes s'associent pour former une molécule, deux personnes ayant les mêmes émotions et la même énergie, et partageant les mêmes pensées et informations, tissent des liens. On comprend donc que le changement doit d'abord s'opérer en nous avant de pouvoir se manifester à l'extérieur. Mais avant tout changement intérieur, vous devez savoir que si vous faites bien votre travail et si vous parvenez à récupérer votre énergie, il est très probable qu'au début, cela vous procure des sensations désagréables, voire quelque peu chaotiques. Préparez-vous, car certains aspects de votre vie pourraient s'effondrer. Mais si cela arrive, ne vous inquiétez pas, car les choses sont censées se dérouler ainsi. Vous brisez les liens énergétiques entre vous et un passé qui revient en boucle. Alors tout ce qui n'est plus en adéquation vibratoire et qui entrave votre avenir s'effondrera. Laissez faire, n'essayez pas de recoller les morceaux, car la nouvelle destinée qui vous attend sera très exigeante. Voici un excellent exemple de cela, tiré de l'histoire d'un ami du Dr Joe Dispenza, à qui c'est arrivé. Cette histoire est extraite de son livre « Devenir super conscient ». Un jour, un de ses amis, vice-président d'une université, s'est présenté à un conseil d'administration environ 3 semaines après avoir commencé un travail méditatif avec le Dr Joe Dispenza. Il était incontournable dans cette université, aimé des étudiants comme du corps enseignant. Mais ce jour-là, il a été licencié. Il a appelé le Dr Joe Dispenza et lui a dit « Tu sais, je ne sais pas si ce processus méditatif fonctionne. Je viens de me faire licencier. En faisant ce travail sur moi, ne suis-je pas censé attirer à moi des choses merveilleuses ?» Le Dr Joe Dispenza lui a répondu « Écoute, ne t'accroche pas à ces émotions de survie, sinon tu resteras dans ton passé. Reste plutôt dans le moment présent et continue de créer ainsi. » Dans les 2 semaines qui ont suivi, il est tombé amoureux d'une femme qu'il a épousée plus tard. Un peu plus tard, il a également reçu une proposition d'emploi d'une université beaucoup plus grande et de bien meilleure qualité, proposition qu'il a acceptée avec reconnaissance. 1 an plus tard, il a même rappelé le Dr Joe Dispenza pour lui annoncer que l'université qu'il avait licenciée lui demandait maintenant de revenir en tant que président. La morale de l'histoire, c'est qu'on ne sait jamais ce que l'univers nous réserve lorsque notre passé s'écroule et qu'une nouvelle réalité se met en place.
Mais s'il y a bien une chose que le docteur Joe Dispenza affirme, c'est que l'inconnu ne l'a jamais laissé tomber et qu'il faut avoir confiance. Lors d'une discussion avec l'écrivain John Smith en 1899, Nikola Tesla a déclaré « Tout est lumière ». Au cours de cet entretien, Nikola Tesla a révélé qu'après de nombreuses recherches, il avait réussi à percer les mystères de la nature même de l'univers et de son fonctionnement. Ce qui fut alors dévoilé durant cette conversation est surprenant. Voici un court extrait. Tesla, quel est le 7e ajustement que l'homme doit effectuer? Savoir comment l'énergie mentale et vitale se transforme en ce que nous désirons et maîtriser toutes les émotions. Les hindous l'ont appelé Kundalini Yoga. Ces informations peuvent être acquises sur une longue période ou dès la naissance. Je suis né avec la plupart d'entre elles. Elles ont les liens les plus étroits avec l'énergie sexuelle, la plus largement distribuée dans l'univers. Le plus grand voleur d'une telle énergie, et par conséquent de la force spirituelle, est la femme. C'est quelque chose que j'ai toujours su et dont j'ai toujours été conscient. J'ai fait de moi ce que je voulais, une machine réfléchie et spirituelle. Monsieur Tesla, je voudrais connaître votre idéologie. La vie a un rythme qu'il faut comprendre. Je ressens le rythme et y consacre mon attention, me laissant porter. Cela m'a été très bénéfique et m'a fourni les informations que je possède actuellement. Les amibes et le soleil, le cœur et la circulation d'un nombre infini de planètes sont liés par un lien profond et majestueux. Ces liens sont indissolubles, mais ils peuvent être contrôlés et entretenus afin que des relations nouvelles et distinctes puissent être créées dans le monde sans interférer avec les précédentes. La connaissance vient de l'espace, et notre vision en est le parfait exemple. Nous avons deux sortes d'yeux, matériels et spirituels. Il est conseillé de les transformer en un seul œil. L'univers, tel un animal pensant et vivant dans toutes ses incarnations, comme les plantes, les bêtes et l'homme. La pierre est une entité pensante et sensible. Une lumière brillante nous incitait à la regarder, et si nous n'étions pas si égocentriques, nous saisirions son langage et son message. La respiration, les yeux et les oreilles de l'homme doivent être synchronisés avec la respiration, les yeux et l'univers. Pendant que vous parlez, il me semble que j'entends des écritures bouddhistes, des phrases ou des paraboles taoïstes. C'est exact. Cela suggère que l'homme a toujours détenu la connaissance générale et la vérité. Selon ma perception et mon expérience, l'univers est constitué d'un seul matériau et d'une seule énergie ultime, avec un nombre infini de formes vivantes. Ce qui est merveilleux, c'est que découvrir une nature secrète révèle l'autre. Il n'y a nulle part où se cacher. Ils sont tout autour de nous, mais nous leur sommes aveugles et sourds. Si nous nous lions émotionnellement à eux, ils viendront à nous. Il y a beaucoup de pommes, mais un seul Newton. Il n'a demandé qu'une seule pomme tombée devant lui. Si cet extrait n'est qu'une petite partie de l'interview de Nikola Tesla menée par John Smith en 1899, celui-ci en révèle déjà beaucoup. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description, c'est gratuit. Tout d'abord, l'une des phrases clés de cette conversation fut que tout est lumière. C'est une citation que l'on entend souvent, mais pourquoi? Dans notre vie quotidienne, tout ce que nous percevons avec notre œil n'est autre que de la lumière. Scientifiquement, lorsque nous ouvrons nos yeux, nous recevons la fréquence de la lumière visible via notre iris, et celle-ci est par la suite convertie par notre cerveau afin de nous fournir une image visible. À titre de comparaison, lorsque votre télévision capte un signal via son antenne, elle le transcrit en image pour que celle-ci soit compréhensible pour vous. Le système est similaire pour le corps humain. Il reçoit les informations de la lumière visible et les transcrit en images dans notre cerveau. Maintenant, le point important à savoir est que nous ne captons pas toutes les lumières. Nous n'en percevons qu'une infime partie, soit uniquement le spectre de la lumière visible compris entre 380 et 780 nanomètres. En clair, cela signifie que notre œil ne perçoit pas la réalité dans sa globalité, mais seulement une infime fraction de celle-ci. Toutes les lumières situées en dessous de 380 nanomètres ou au-dessus de 780 nanomètres ne sont pas visibles par nos yeux, comme les rayons X, les rayons infrarouges ou encore les ondes radio. Ensuite, au cours de la conversation,
Nikola Tesla a également affirmé que nous avons deux sortes d'yeux, matériel et spirituel, et qu'il est conseillé de les transformer en un seul œil. Ici, on en revient à ce que certains appellent le troisième œil. D'une manière plus scientifique, on peut également appeler cela l'activation de la glande pinéale. Pour faire simple, notre œil perçoit une gamme de fréquences correspondant à la lumière visible, puis transcrit ces informations, et il nous apparaît alors des images claires, ce que nous appelons la réalité. Mais rappelez-vous, celle-ci ne représente que le spectre de la lumière visible. Pour réussir à percevoir au-delà du visible, ce que l'on peut appeler le spirituel, il faudrait alors que nous ayons un autre organe capable de capter des fréquences en dehors du spectre de la lumière visible et de nous les retranscrire en images compréhensibles. Et c'est ici que la neuroscience a découvert un tout petit organe nommé la glande pinéale, située en plein centre de notre cerveau. Dans les écrits de l'Égypte ancienne, cette glande, ou troisième œil, est représentée par l'œil d'Horus, un symbole signifiant une vision large, une vision globale du tout. Mais après de multiples recherches, les chercheurs ont découvert que la forme de ce symbole n'est pas un hasard. Celui-ci est en réalité un plan précis symbolisant la structure même de notre cerveau. Tout d'abord, il faut savoir que le cerveau est doté de deux hémisphères. En le coupant en deux par le milieu pour révéler les hémisphères, on obtient ce que l'on appelle une coupe sagittale. Maintenant, observez l'image suivante et soyez attentifs à l'ensemble formé par la glande pinéale, le thalamus, l'hypothalamus, la glande pituitaire et le corps calleux. Cela ressemble fortement au symbole de l'Égypte ancienne, qui est l'œil d'Horus, signifiant protection, puissance et santé. Les Égyptiens devaient connaître l'importance du système nerveux autonome, soit la partie inconsciente de notre corps, et avoir conscience qu'en activant la glande pinéale, ils pouvaient pénétrer dans l'au-delà, c'est-à-dire dans d'autres dimensions. De plus, d'après le système de mesure égyptien, l'œil d'Horus représente également un système de quantification fractionnaire permettant de mesurer différentes parties d'un tout. En mathématiques modernes, on parle de la suite de Fibonacci, également associée au nombre d'or. Cette formule mathématique apparaît partout dans la nature, dans les tournesols, les coquillages, l'ananas, la pomme de pin et même la structure des galaxies. La suite de Fibonacci se caractérise par le fait que tout nombre de cette suite est la somme des deux précédents. Maintenant, si vous superposez cette formule au cerveau et que vous le divisez en carrés selon la logique de cette suite, vous obtenez une forme fractale, c'est-à-dire une structure sans fin qui se répète à chaque échelle. Quand on commence au niveau de la glande pinéale, on obtient par cette formule la structure exacte du cerveau. Les chercheurs ont donc compris l'importance de cet organe, situé au centre de tout, et ont commencé à l'étudier. Comme vous avez sûrement pu le comprendre, les chercheurs ont découvert que ce petit organe, quand il est activé, est capable de capter les fréquences situées au-delà du spectre de la lumière visible, mais également de les convertir. C'est-à-dire qu'en activant cet organe, l'homme est scientifiquement capable de percevoir une toute nouvelle réalité, soit la réalité spirituelle. À partir de là, le monde matériel et spirituel ne font qu'un. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous croyons être la réalité depuis le début n'est qu'une partie de celle-ci, et pour la compléter, il faut activer notre troisième œil, soit la glande pinéale. C'est pour cela que Nikola Tesla a affirmé que nous avons deux sortes d'yeux, matériel et spirituel, mais qu'il est conseillé de les transformer en un seul œil. Dans un article paru en 2002 intitulé New Crystal in the Pineal Gland, un chercheur a découvert le fait suivant: la glande pinéale est un transducteur neuro-endocrinien sécrétant la mélatonine, responsable du contrôle des rythmes circadiens. Une nouvelle forme de biominéralisation a été étudiée dans la glande pinéale humaine et consiste en de petits cristaux de longueur inférieure à 20 microns. Ces cristaux, en raison de leur structure et de leurs propriétés piézoélectriques, sont à l'origine d'un mécanisme de transduction électromécanique et biologique de la glande pinéale. Pour simplifier, il faut retenir que la glande pinéale possède des propriétés piézoélectriques et est un transducteur. L'effet piézoélectrique consiste à appliquer une pression à certains matériaux pour qu'ils émettent un champ énergétique. Pour la glande pinéale, cela signifie qu'il faut exercer une pression dessus pour qu'elle s'active. J'ai récemment fait une vidéo où j'explique en détail comment activer cette glande,
Je vous mets le lien dans la description. Après analyse, les chercheurs ont découvert que la glande pinéale contient des cristaux de calcaire, de carbone et d'oxygène, et en raison de leur structure, cet effet piézoélectrique s'applique à eux. Ainsi, telle une antenne de télévision, la glande pinéale peut s'activer électriquement et générer des champs électromagnétiques permettant d'accéder à des informations. De même qu'une antenne émet une vibration correspondant à la fréquence d'un signal entrant, la glande pinéale reçoit des informations au moyen de champs électromagnétiques invisibles à l'œil nu. Pour le second point, un transducteur est tout ce qui reçoit un signal sous une forme énergétique et le convertit en un signal sous une autre forme. Cela signifie que comme pour votre télévision qui convertit un signal en image, votre glande pinéale est capable de recevoir des informations extérieures sous forme de fréquences invisibles à l'œil nu et de les convertir en images visibles pour vous. On comprend donc qu'en réalité, nous avons deux yeux pour percevoir le monde matériel et un organe, la glande pinéale, qui est en soi l'œil spirituel, l'organe du corps humain capable de capter le spectre de fréquences au-delà de la lumière visible. En associant les deux, on peut donc parvenir à percevoir la réalité de manière globale. Vers la fin de sa discussion avec M. Smith, Nikola Tesla a déclaré que l'homme a toujours détenu la connaissance générale et la vérité, et que selon sa perception et son expérience, l'univers est constitué d'un seul matériau et d'une seule énergie ultime, avec un nombre infini de formes vivantes. Ce principe, on le retrouve également dans les écrits hermétiques, des textes anciens provenant du premier pharaon d'Égypte nommé Hermès Trismégiste. Dans ceux-ci, il est inscrit le principe de mentalisme, qui se définit par le fait que le tout est esprit, l'univers est mental. C'est-à-dire que notre mental, notre conscience est ce qui nous relie au tout. Le tout se représente par la conscience universelle, Dieu, la déesse, l'énergie universelle, l'unité, ce qui unit tous les êtres vivants entre eux. Chaque personne lui donne le nom qui lui convient, mais le tout est en soi la forme d'énergie universelle qui unit tout. C'est pour cela que les hermétiques appellent cela le tout.